Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en Thaïlande, bienvenue à Koh Chang. Voilà, je te reçois un petit peu dans ma maison 2-3 jours. Ici, tu as une belle petite piscine juste derrière, c'est super agréable. Et aujourd'hui, je vais te parler de quoi dans cet environnement super top. Je vais te parler de SCI et de résidence principale. J'ai vu tourner des questions par rapport à ça et j'avais préparé aussi un module sur les SCI. Et toi, je vais te donner un petit peu des astuces, un petit peu des points d'attention et répondre à des questions que j'ai vu passer par rapport à la résidence principale. Donc déjà, est-ce qu'on peut ou pas mettre sa résidence principale dans une SCI? La réponse est oui. Et oui, et ça peut avoir des avantages, on va les voir un petit peu après. Alors, est-ce que c'est pour de l'investissement ou pour du patrimonial? Là, on sera clairement plus pour du patrimonial. Donc, si tu es dans une stratégie d'investissement, ça sera peut-être pas ta priorité. Peut-être que la RP n'est pas ta priorité aujourd'hui. Pardon. Mais tu vas voir qu'avec le temps, les normes bancaires qui sont en train de se resserrer, il va falloir songer à la RP parce que honnêtement, je crois qu'il reste moins de 5 banques, enfin moins de, tu vois, moins des doigts d'une main qui financent du locatif si tu n'es pas propriétaire de TRP. Donc c'est une question qui va venir de plus en plus sur le devant de la scène et pourquoi pas en SCI. Donc déjà si tu es marié, j'ai envie de te dire que l'avantage de la SCI va pas être ça va pas se démarquer. Hein. C'est pas parce que tu vas avoir des avantages fabuleux par rapport au mariage. Là où il va y avoir un intérêt vraiment de faire la RP dans un cadre de SCI, c'est dans le cadre si tu es concubin ou si tu n'es pas marié ou pour protéger ton associé, celui qui aura la qualité d'associé avec toi par rapport à l'indivision. Parce que en gros, la SCI, ça peut être comme, alors je mets entre guillemets, mais comme un contrat de mariage light. C'est-à-dire que tu vas pouvoir protéger ton associé. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu es un divisaire, c'est-à-dire qu'imaginons que tu veux faire du LMP avec un pote à toi ou avec ta chérie, enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous êtes en indivision. Donc l'indivision, c'est quelque chose qui n'est pas stable du tout. Quelqu'un peut du jour au lendemain décider de sortir de l'indivision. Donc c'est le banquier, il n'aime pas trop. Voilà. Et donc, tu vois, c'est vraiment, c'est pas stable du tout. Et puis bon, imaginons que tu t'entends très très bien quand même avec l'autre indivisaire, que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, que tu fais de l'investissement locatif peut-être pour avoir plus de revenus quand tu seras à la retraite, complément de revenus à la retraite, et que ton indivisaire, il décède. Par exemple, c'est la vie, on est et on meurt à un moment. Et qu'est-ce qui se passe là? Tu te retrouves en indivision avec ses héritiers. Et est-ce que tu crois que ça va intéresser ces héritiers d'hériter d'un bien où ils n'habiteront pas? Si c'est la RP, ils n'habiteront pas dedans. Ou si tu la loues pour avoir des compléments de revenus, eux, ils ne toucheront pas les loyers, par exemple, ils n'ont rien gagné. Donc, ils vont dire, écoutez, moi, je ne souhaite pas rester dans l'indivision, je préfère avoir l'argent. Et donc, si tu avais toute ta vie constitué un patrimoine comme ça pour, au final, dire, je vais être enfin tranquille à la retraite, qu'il y a un drame qui te tombe sur la tête et qu'après, en plus, tu es obligé de tout revendre parce qu'il y en a un qui te fait chier. Donc, si tu avais fait en SCI, peut-être que, tu vois, tu pourrais rester dans la résidence principale, par exemple, et par conséquent, s'il y avait des loyers aussi, tu peux garder les loyers pour toi si c'est fait dans le cadre d'une SCI. Donc ça peut être pas mal. Tu as deux types de fiscalité dans la SCI. Tu as la SCI à l'IR et tu as la SCI à l'IS. Alors tout ce qui va être RP et tout, tu vas pouvoir le faire et le gérer dans tout ce qui est SCI à l'IR. Dès que ça va être de la SCI à l'IS, je ne te conseille pas. Pourquoi? Parce que le fisc va considérer qu'il va falloir compenser par des loyers fictifs. C'est-à-dire que si tu habites dans un bien de la SCI à l'IS, c'est un peu comme un abus de bien social, ça ne t'appartient pas à ce bien, donc il va falloir dédommager la SCI du fait que tu occupes. Ce problème, on ne l'a pas du tout dans le côté SCI à l'IR, parce que la SCI à l'IR, c'est patrimonial. Donc c'est un bien à la famille, comme on le partage, est-ce qu'on fait des loyers ou pas, est-ce qu'on
est-ce qu'on l'occupe ou pas? Tu peux mettre tout dans la SCI allière. Tu peux mettre la maison de vacances, par exemple, et dans les statuts, tu mettras bien que la SCI, elle est faite pour la transmission. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple à un moment, si tu veux transmettre des biens immobiliers, de transmettre des morceaux de SCI que des morceaux de biens. Tu ne vas pas pouvoir dire, bah, je te transmets d'abord le toit, ensuite la cave, ensuite la porte de garage. Donc, si tu mets un objet social où c'est dans la transmission, tu vas pouvoir mettre plein de choses dans ta SCI. D'accord? Donc là, on va prendre un exemple concret pour deux concubins. Voilà, donc toi et ta copine qui ont envie d'investir. Et vous allez mettre donc la SCI va acheter ce qui va faire office de résidence principale pour vous. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, si ta copine elle décède, ça va être ses enfants à elle qui vont hériter, ou les enfants que vous avez eu ensemble qui vont hériter. Et donc ça va peut-être pas forcément intéresser voilà, il suffit qu'il y ait un des indivisaires qui veut pas et tout tombe à l'eau. Et donc tu as une possibilité qui s'appelle le démembrement croisé. Alors ce qui est génial avec la SCI, c'est que tu peux avoir des parts démembrées. Alors le démembrement, qu'est-ce que c'est? Tu sais que la propriété, elle est divisée en 3 grands domaines, 3 grands périmètres. Hein, donc tu as tout d'abord, c'est des termes latins, hein, les mecs ils aiment bien le latin, donc l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est le droit, c'est l'usage en fait, c'est le droit d'habiter le bien, de l'user, hein, d'accord. Le fructus, c'est un autre droit. Et tu vois par exemple l'usus, quand tu loues ta maison, hein, ou un appartement, toi tu es propriétaire de l'appartement, tu pourrais dire écoute, j'aimerais bien aller me faire une raclette chez moi. Mais il y a le locataire, tu n'as pas le droit de rentrer chez lui, ça devient chez lui. En fait, tu lui as donné le droit d'usage. C'est le locataire qui utilise le bien. Toi, tu n'as plus le droit de rentrer. En échange, il te le paye ce droit par un loyer, d'accord? Donc ça, c'est l'usus, l'usage. Le fructus, c'est de tirer les loyers de ton bien. Et donc, si tu mélanges, si tu conjugues l'usus et le fructus, ça fait l'usufruit. Ça veut dire le droit soit d'habiter, soit de tirer les loyers du bien, d'accord? Et la troisième branche, le troisième droit, c'est donc l'abusus, c'est le droit de détenir, en fait, c'est celui qui va avoir le droit de vendre le bien, c'est celui qui va avoir le droit, par exemple, de le donner ou de le léguer. Hein, voilà, c'est le droit d'en disposer, en fait. D'accord? C'est ce qu'on appelle nue propriété. Donc d'un côté, tu as la nue propriété, donc on va dire en gros les murs. C'est-à-dire que le jour, toi tu n'as pas le fructus, hein, tu n'as pas les loyers, mais le jour où tu revends, c'est pour toi l'argent. Hein, s'il y a une plus-value à la revente, c'est pour le nu propriétaire. D'accord? Voilà, donc on va imaginer qu'on va démembrer ces parts et on va faire un démembrement croisé pour protéger le conjoint survivant. D'accord? Donc pour qu'il puisse habiter dedans, donc on va parler d'usufruit et de pouvoir tirer les loyers. Donc imaginons que vous êtes deux, monsieur A et madame B. D'accord, chacun en une maison, ils vont le mettre en commun, donc ils vont l'apporter à une SCI allière et on va voir ce que ça va faire, ce fameux démembrement croisé. Donc, première étape, on met tout ça dans la SCI, donc dans la SCI, dans le capital, il y aura une maison A de monsieur A, une maison B de madame B. Première étape, on va démembrer, c'est-à-dire qu'on va séparer la nue propriété, donc les murs de la maison, on va te mettre une petite infographie pour que tu comprennes bien, on va séparer les murs de la maison avec l'usufruit, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir habiter dedans ou de tirer les loyers. Donc on va faire ça avec les parts de monsieur A à travers donc la nue propriété A et l'usufruit des parts A. Ensuite, il y aura donc madame B qui elle apporte sa maison pareil, on va la démembrer. Donc d'un côté, on va avoir les parts démembrées de la nue propriété de madame B et l'usufruit de madame B. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, donc monsieur A, il a l'équivalent de ses parts A, madame B a l'équivalent de ses parts B. Et bien là, on va faire ce qu'on appelle le démembrement croisé. C'est-à-dire que l'usufruit de madame B, ces parts qu'elle a, qui lui rapporteront l'usufruit, elle va les échanger avec monsieur A. Et donc elle va récupérer l'usufruit des parts A. D'accord? Donc, chaque associé, il aura quoi au niveau des parts sociales? Donc, monsieur A, il aura les parts de nue propriété du bien A et l'usufruit des parts B. D'accord? Et madame B, elle aura la nue propriété de sa maison B et les parts, l'usufruit des parts de monsieur A.
Donc, pour l'instant, ça change absolument rien, c'est dans le panier commun. Maintenant, le drame arrive, monsieur A décède. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils avaient bien rédigé leur statut. Donc, ils avaient prévu une clause particulière sur la transmission de l'usufruit à l'associé survivant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, monsieur A, il avait quoi? Il avait la nue propriété de A. Donc ça va aller à ses héritiers. Donc, ils vont récupérer la nue propriété. Et par contre, l'usufruit des parts B qu'il avait, elles vont retourner du côté de Madame B. Voilà. Et donc Madame B, elle va avoir quoi? Bon, malgré qu'elle pleure beaucoup parce qu'elle vient de perdre son chéri, elle va avoir quoi? Elle va avoir l'usufruit total des parts A et B et sa nue propriété à elle. Donc au final, qu'est-ce que ça change pour elle? Rien du tout, parce qu'elle peut continuer à habiter dans la maison et dans l'autre maison qu'il y a, elle peut continuer à tirer les loyers de ça. D'accord? Et au final, les héritiers ne sont pas lésés parce que l'usufruit s'éteindra quand Madame B décédera. Donc c'est-à-dire que quand Madame B va décéder, les héritiers de Monsieur A, qui ont déjà la nue propriété, ils retrouveront l'usufruit des parts A, et Madame B, en fait, comme elle n'est plus là, ce qui lui reste ira à ses héritiers. Donc ses héritiers ne sont pas lésés. S'il y a juste un décalage avec le temps, c'est qu'il faudra attendre que les deux associés historiques décèdent pour que la transmission puisse se faire intégralement. D'accord? Donc il y a d'autres. Donc c'est un peu lourd quand même à l'usufruit. T'en parleras à ton notaire, le démembrement croisé, mais ça peut être une solution quand tu es concubin, parce que sinon, on te met dehors hein, si tu détiens le bien qu'en usufruit. Voilà, ça ne te protège pas du tout, d'accord? Après, il y a d'autres possibilités de prévoir dans les statuts sans faire de démembrement, en mettant par exemple un statut d'associé privilégié, d'associé fondateur. Et à ce moment-là, tu pourras dire que le premier gérant, c'est monsieur, s'il décède, forcément, dans les statuts, tu auras prévu que peut être nommé gérant un membre, un associé historique, par exemple, avec un associé VIP, donc qui a été prévu dès le début à la base. Donc comme ça, si tu restes associé, tu peux prévoir à ce moment-là, pareil, des clauses, d'avoir des parts de préférence et tout, l'agrément, donc c'est-à-dire que là, tu ferais rentrer les héritiers de Monsieur A, il y aurait une notion d'agrément, donc faut montrer patte blanche. Qui décide? Le gérant qui est Madame B, tu vois. Donc tout ça c'est pareil, savoir avec le notaire, tu as beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Alors pareil, on n'y pense pas parce qu'on est jeune, on est en phase de constitution de patrimoine, mais tu vas voir que si tu es rentier, tu n'as pas trop cotisé aux régimes sociaux, et tu sais que quand tu es vieux, tu n'as pas forcément la forme, et tu vas avoir droit à des aides. Et donc, le souci aussi, c'est que quand tu es en indivision pure et simple, classiquement, donc la résidence principale appartient à monsieur et madame, et que tu n'as pas trop cotisé, tu as le droit peut-être à des aides. Tu auras peut-être droit au minimum vieillesse. Et tu sais que le minimum vieillesse, donc ça s'appelle l'ASPA, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est-à-dire que si tu n'as pas cotisé assez, tu as une toute petite retraite, et en fait, on te donne le delta pour aller au minimum vieillesse. Et quand tu meurs, en fait, il va falloir rendre, en fait, c'est une avance. On ne te le donne pas réellement, c'est une avance. Et si tu meurs, il va falloir le rembourser. Et il y a d'autres aides, notamment des aides du département. Donc je les ai notées. Tu as l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement. Donc j'en sais rien si tu as besoin de faire héberger quelqu'un, ou toi d'avoir un hébergement proche de l'hôpital, ou proche, j'en sais rien. Frais d'hospitalisation, si tu es amené à être beaucoup hospitalisé, tu sais qu'il y a l'obligation alimentaire, et tes enfants doivent participer, et ton mari ou ton concubin doivent participer aussi, ta famille proche. Donc c'est pareil, si on t'avance ces frais, tu as une maladie longue, chronique et tout, le jour où tu meurs, l'hôpital peut revenir vers les héritiers et dire on va devoir se faire rembourser les frais qu'on a avancés. Et j'avais noté aussi la prestation spécifique dépendance. Donc si tu as besoin, j'en sais rien, d'aide ménagère, de choses comme ça, c'est pareil, on va te les payer et tout, mais le jour où tu décèdes, on vient récupérer ça. Bon, au final, tu dis peut-être, ok, pourquoi pas, mais ce qu'il y a, c'est que le souci, c'est que vous êtes deux, en fait. Tu as déjà le drame de perdre la personne, et après, tu as les services sociaux qui viennent dire, écoutez, vous avez compté avoir tous les loyers pour vous, non, il va falloir vendre une partie du patrimoine pour
et ben, rembourser ces aides. Et au final, toi, tu voulais avoir des compléments de revenus pour plus tard, et on vient t'amputer tout ça au moment où tu en as le plus besoin, toi. Donc, la SCI, ça peut être aussi une solution là-dedans, parce que tu ne vas pas te soustraire à tous ces paiements, mais tu pourras les décaler à ton propre décès à toi. Donc ça, c'est pareil, il faut bien prévoir dans tes statuts pour plus tard, notamment ça. C'est-à-dire que l'État, il ne sera pas lésé, mais il faudra, comme l'histoire du démembrement croisé, il faudra attendre que le deuxième survivant, enfin conjoint survivant décède. Pour là, on se sert. Bon, il y en aura un peu moins pour les héritiers, mais de toute façon, il fallait le payer. Donc, tu vois, ça peut être dans le cadre pour protéger ton conjoint. Aussi, si tu veux pas t'embêter avec le démembrement croisé, ces trucs-là, tu peux faire ce qu'on appelle un pacte tontinier. Alors la tontine, c'est dans des placements financiers, par exemple, la tontine, qu'est-ce que c'est? C'est vous êtes 10, hein, vous cotisez tous les mois, donc j'en sais rien, vous mettez 100 € tous les mois, et donc quelqu'un va s'occuper de faire fructifier cet argent. D'accord? Mais bon, tu as vu, les taux à l'heure actuelle sont pas tip-top, ça va être très très peu. D'accord? Même si vous êtes 10, il faudra le partager en 10. L'avantage du pacte tontinier, c'est que si quelqu'un décède, en fait, ça ne va pas à ses héritiers, c'est partagé entre les gens qui restent du pacte tontinier. Donc c'est-à-dire que si vous êtes 10 et qu'il y en a un qui meurt, et en fait tous les 100 € qu'il a mis tous les mois, ça ne va pas à ses héritiers, ça vient se partager égalitairement aux 9 survivants. Et donc pareil, s'il y en a le 8e qui meurt, ça vient se partager. Donc en fait, tu as quoi toi? Tu as tes parts, tu as les intérêts que ça a produit, plus ce que les autres avaient versé, et s'ils meurent, tu récupères, plus les intérêts de ça. Donc au final, tu as des rendements qui sont beaucoup plus intéressants. Mais par essence, tu peux aussi le transposer dans une SCI, c'est-à-dire faire un pacte tontinier. Alors il faut regarder de ne pas déshériter, donc ça, il faut vraiment voir avec ton notaire comment ça se passe. Mais si vous êtes deux et qu'il y en a un qui meurt, si vous faites un pacte tontinier, c'est l'autre qui récupère tout. D'accord? Donc ça peut être une des pistes si vous êtes concubin, que vous ne voulez pas vous marier ou j'en sais rien, que ce n'est pas dans les tuyaux, que ta copine a déjà des enfants d'un premier lit, ce qu'on appelle. Voilà, donc ça peut permettre de mettre tout ça au clair. Alors, par contre, le fait de mettre ta SCI, on va terminer par ça, les points de vigilance, le fait de mettre ta SCI ta résidence principale dans une SCI, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne te protège pas si tu as des créanciers qui veulent te saisir la maison, par exemple, qui est dans la SCI. Tu sais que si la RP elle est à ton nom directement, tu es protégé, on ne peut pas te saisir la résidence principale. Si elle est détenue par une SCI, j'en sais rien, tu es indépendant, le RSI te court après, il peut te saisir le bien. Donc attention, tout dépend de ta situation. Si tu es fonctionnaire, on va dire qu'il n'y a pas trop de risques. Si tu es indépendant, attention. Est-ce que ton activité, elle est pérenne ou pas? D'accord? Si tu as droit, par exemple, à un prêt à taux zéro pour ta résidence principale ou à un prêt conventionné, d'accession sociale, par exemple, donc d'avoir des prêts avec des taux préférentiels ou carrément à 0%, si tu le fais par le cas d'une SCI, elle ne sera pas éligible en personne morale au prêt à taux zéro, par exemple. Donc, ça sera un prêt classique. Si vous faites l'acquisition de l'ARP par le biais d'un prêt. D'accord? Donc là, pareil, tu passes à côté de cet avantage. Et pareil, donc j'avais noté que la réintégration, donc tu sais que si tu as une résidence secondaire et que tu fais de la plus-value dessus, que tu n'as pas de RP, là c'est la SCI en fait qui a le bien, toi tu ne le détiens pas pour de vrai en fait, mais tu as les parts et en fait ça t'exclut de ce système-là. C'est-à-dire que quand tu as une résidence secondaire que tu revends et que tu n'as pas été propriétaire depuis 4 ans, la plus-value, si tu la réinjectes dans l'achat d'une résidence principale, tu ne payes pas d'IPV, tu ne payes pas d'impôt sur la plus-value. Et là, même si tu n'es pas propriétaire directement du bien, c'est la SCI qui a la RP, le fait que tu détiens les parts et que tu habites que tu en as fait ta résidence principale, tu n'es pas éligible à ce dispositif-là. Donc après, tout dépend de tes objectifs. Et tout dépend ce que tu avais, tes plans, quoi. Voilà. Donc j'espère que à travers cette vidéo, tu as vu que tu vois, il y a quand même certaines subtilités au niveau de la SCI, de penser vraiment très très loin. Là, on a été vraiment quand tu arrives à la retraite et quand tu es dans d'autres phases, tu n'es plus en phase de constitution de patrimoine, mais tu as d'autres problématiques, tu vois que la SCI peut apporter des solutions et te tranquilliser. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je vais en tourner d'autres sur la SCI parce que je vois passer pas mal de questions.
Bon allez, bah, je te dis à bientôt. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube parce que c'est une vidéo YouTube, tu peux t'abonner et comme ça bah, tu seras informé à chaque nouvelle vidéo. Et je te dis à bientôt donc sur le premier groupe Facebook d'Invest Immobilier, le club des rentiers en immobilier.